Bienvenue pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous allons parler cette semaine économie du sport à travers le cas du rugby. Même si vous n'êtes pas passionné par le rugby, vous verrez qu'il y a des éléments intéressants, notamment à travers deux éléments qui fondent l'économie actuelle du rugby, ce que l'on appelle le salary cap et le système des GIF. Alors le salary cap, c'est le plafonnement de la masse salariale, nous allons y revenir, et les GIF, c'est ce qu'on appelle les jeunes issus des filières de formation. Et là, nous sommes dans un aspect de protectionnisme, notamment pour des joueurs qui ont été formés au sein du rugby français. Et ces deux systèmes, donc, qui sont à la fois en rapport avec l'économie du rugby, mais aussi avec l'économie générale, posent plusieurs problèmes. D'abord, la question des rapports des clubs entre eux, au niveau français, mais également la question des clubs français par rapport à leurs concurrents européens et même à leurs concurrents mondiaux, puisque le rugby est aujourd'hui, évidemment, comme pour la plupart des sports, un sport en concurrence mondiale. Alors pour comprendre le cas du rugby actuel, il faut revenir un petit peu en arrière et notamment sur l'histoire récente du rugby en France et en Europe. Pendant longtemps, le rugby a été un sport amateur, c'est-à-dire que les joueurs étaient des amateurs, ils jouaient dans leur club, ils jouaient éventuellement avec le 15 de France, mais ils avaient un métier à côté. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 1995, qui se déroulait en Afrique du Sud, eh bien, les joueurs du 15 de France ont pris des jours de congé pour aller faire la Coupe du Monde. Et on avait des joueurs qui travaillaient généralement chez EDF, dans les entreprises qui finançaient les clubs, ou qui étaient professeurs de PS au collège ou au lycée. Alors on avait un système qui était un petit peu bâtard, dans le sens où officiellement c'était amateur, mais dans les faits c'était pas toujours respecté. Et notamment vous aviez beaucoup d'entreprises qui finançaient des clubs et qui embauchaient les joueurs qui avaient ainsi des horaires aménagés. Par exemple, Michelin finance Clermont-Ferrand, Pierre Fabre, laboratoire pharmaceutique, finance le Castre Olympique depuis 1989. Le club d'Agen était financé par, là aussi, un laboratoire pharmaceutique et puis également une industrie de l'huile. Et puis Airbus finance toujours d'ailleurs le Stade Toulousain. Et donc c'était un système qui était en fait faussement amateur, dans le sens où dans les faits, beaucoup de joueurs avaient un travail aménagé qui leur permettait d'aller aux entraînements et leur permettait de faire les matchs le week-end. Et donc, vous allez voir que c'est un élément qui est encore très présent dans la question de l'économie du rugby, qui est parfois un certain manque de transparence ou bien un certain mensonge autour du fonctionnement réel de l'économie. Alors tout cela disparaît en 1995, 95-96, quand le rugby devient un sport professionnel, donc avec des clubs qui embauchent les joueurs, ils ont des contrats de travail et ils sont rémunérés pour cela. Et là, on a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est que les clubs de rugby sont en fait en quelque sorte bipartis. Vous avez d'un côté le club professionnel, qui joue en top 14 ou en Pro D2, donc première ou deuxième division. Et puis il y a le club amateur, où jouent les catégories inférieures ou bien les jeunes. Et pour être club professionnel, il faut toujours être rattaché à un club amateur. Ça date d'une loi de 1946. Et donc il n'y a pas de distinction, de séparation entre d'un côté le club amateur et de l'autre le club professionnel. On a un mélange des deux qui parfois aboutit à un mélange des genres qui n'est pas toujours positif. Et puis l'autre aspect, c'est qu'à partir du moment où le rugby devient professionnel, vous avez des personnes, donc des mécènes, qui mettent de l'argent, parfois beaucoup d'argent, pour pouvoir financer les clubs. Par exemple, si je prends les clubs actuels, vous avez le club de Toulon, le club de Paris, Stade Français, le club de La Rochelle, qui sont financés par des mécènes, donc ce sont des personnes privées qui ont fait fortune par leur entreprise, par leur activité professionnelle et qui mettent de leur argent dans un club de sport. C'est le cas également de Jackie Lorenzetti pour le Racing 92, Moed Altrad pour Montpellier, Mourad Boudjelal en son temps pour Toulon. Donc ce sont des économies qui reposent sur le mécénat par le don, et le don
à perte, hein. Les personnes qui mettent de l'argent n'en gagnent pas. Font ça par plaisir, par passion du sport, par volonté de briller, de gagner des titres, mais ce n'est pas rentable d'un point de vue économique. L'économie du rugby, comme d'ailleurs pour le reste des autres sports généralement, repose à la fois sur la vente de billets, d'où l'importance d'avoir un stade assez grand et rempli, et puis sur la vente des produits dérivés, donc les casquettes, les maillots, et également la location des loges, qui permettent comme ça à des entreprises de louer des loges à l'année pour faire venir des clients. C'est ce qu'on appelle les hospitalités, et ça, c'est aussi un moyen pour les clubs de gagner pas mal d'argent. Et donc, plus un club a de l'argent, plus il va embaucher des joueurs de qualité, donc plus la masse salariale augmente, et ça peut créer dans les faits une distorsion. Et c'est pour ça qu'en 2010 est décidée la mise en place de ce qu'on appelle le salary cap. Donc vous avez un blocage de la masse salariale qui oscille selon les années entre 10,5 et 11 millions d'euros. Donc c'est ce qu'on appelle en économie un blocage des prix. L'idée étant qu'il ne faut pas que des clubs qui ont de l'argent soient supérieurs aux autres, puisqu'ils vont embaucher des joueurs qualifiés et ainsi ils vont gagner des titres. Bon, dans les faits, on constate que ce ne sont pas les clubs qui ont les plus gros budgets qui gagnent systématiquement les titres. Par exemple, aujourd'hui, les clubs avec le plus gros budget, alors celui qui a le plus gros budget, c'est le Stade Toulousain, qui lui gagne des titres, champion d'Europe et champion de France régulièrement. Mais après, vous avez le Racing 92, le Stade Français, le Toulon, qui sont parmi les clubs avec les plus gros budgets et qui ne sont pas ceux qui gagnent des titres. La Rochelle a le 6e budget du top 14 et a été 2 fois de suite champion d'Europe. Et puis vous avez le Castres Olympique qui est parmi les clubs qui ont le budget le plus faible et qui pourtant sur 10 ans sont arrivés 4 fois en finale du top 14 et ont gagné à 2 reprises. Donc l'argument selon lequel plus on a d'argent, plus on gagne de titres, ne tient pas, parce que en sport, il ne suffit pas de mettre de l'argent, il faut aussi qu'il y ait un lien entre les joueurs pour pouvoir gagner, ça reste un sport collectif. Mais le problème du salary cap, c'est que quand vous bloquez les prix, eh bien, vous empêchez la concurrence et vous allez finalement aboutir à un système qui est dévié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le salary cap, mais vous avez des systèmes de compensation. Donc, par exemple, un club qui a des joueurs qui jouent au niveau international, au 15 de France, a droit à des revenus complémentaires. C'est 180 000 euros par joueur. Alors, ça peut se comprendre. Un club a des joueurs qui sont au 15 de France, donc pendant qu'il joue avec le 15 de France, il ne joue pas au club, donc il faut qu'il embauche d'autres joueurs pour pallier l'absence de ce joueur, et donc on va lui faire monter son salary cap. Vous avez également la question des joueurs qui sont sponsorisés par des marques. Alors là, c'est assez subtil, c'est-à-dire que si un joueur est sponsorisé par une marque qui sponsorise le club, ça va être considéré comme entrant dans la masse salariale. Si c'est une marque qui ne sponsorise pas le club, alors ça ne rentre pas dans la masse salariale. Je vous donne un exemple. Vous avez Peugeot qui finance le Stade Toulousain. Si Antoine Dupont fait une publicité pour Peugeot et qu'il est payé pour ça, ça va rentrer dans la masse salariale du Stade Toulousain. C'est pour éviter qu'en fait les clubs fassent payer par des entreprises via de la publicité le salaire de leurs joueurs. Mais si Antoine Dupont fait une publicité pour une marque d'eau qui ne sponsorise pas le Stade Toulousain, alors ça ne rentre pas dans la masse salariale. Donc là, vous créez une usine à gaz, il y a même une personne au niveau de la Ligue qui est chargée de vérifier tous les comptes. Tout ça devient extrêmement obscur et finalement les clubs essayent toujours de contourner le système. Donc on en vient à un système bien connu en économie, c'est que lorsque vous bloquez les prix, et un salaire c'est un prix, eh bien vous aboutissez à des distorsions de concurrence et généralement à des mensonges et à des manières d'échapper à ce blocage des prix. D'autant que les clubs français sont en concurrence avec des clubs internationaux, le Japon par exemple, l'Angleterre, ou bien les clubs de l'hémisphère sud, et que si des joueurs estiment ne pas être assez rémunérés, ils s'en vont. Hein. C'est comme le joueur qui est actuellement le plus rémunéré, Cheslin Kolbe, qui est sud-africain, il jouait à Toulon, on lui a proposé une meilleure rémunération au Japon, il est parti au Japon. Donc ça peut nuire évidemment à l'économie des clubs. Deuxième élément qui a été mis en place, c'est ce qu'on appelle le système des GIF, donc joueurs issus des filières de formation. Alors là, c'est un peu plus subtil. Lorsque le rugby est passé
professionnel. Dans les années 1995-2000, beaucoup de joueurs français sont partis jouer en Angleterre parce que l'Angleterre avait été en avance sur le professionnalisme et donc ils trouvaient là-bas des salaires plus rémunérateurs, mais également des conditions de jeu qui étaient meilleures, avec de meilleures infrastructures sportives, avec de meilleurs entraîneurs. Et donc on a eu beaucoup de joueurs, notamment du 15 de France, qui sont partis jouer en Angleterre. Je pense à Philippe Sella, par exemple, qui était le joueur le plus capé, 111 sélections. Vous avez Philippe Saint-André, qui était le capitaine du 15 de France, parti jouer à Gloucester. Un peu plus tard, c'était Raphaël Ibanez, lui aussi capitaine du 15 de France, qui jouait en Angleterre, ou bien Sébastien Chapal, connu pour ses cheveux longs et sa grosse barbe. Et donc l'Angleterre a capté les meilleurs joueurs. Et les clubs français ayant de l'argent, eux, ils ont acheté des joueurs internationaux. Et on s'est retrouvé dans les années 2000, 2005, 2010, plutôt d'ailleurs en 2011, 2015, 2018, avec des clubs français qui gagnaient des titres au niveau européen. Par exemple, Toulon a gagné 3 fois de suite la Coupe d'Europe, mais le 15 de France qui était mauvais parce que les clubs français gagnaient essentiellement avec des joueurs étrangers. Et donc il a été décidé de faire ce qu'on pourrait appeler du protectionnisme, ce qu'on pourrait aussi appeler de la préférence nationale, en obligeant les clubs à avoir des joueurs français. Et donc c'est ce qu'on appelle le système des GIF. Alors c'est assez subtil. Un GIF, c'est un joueur qui a été licencié pendant 5 ans à la Fédération française de rugby avant ses 23 ans, ou bien qui a eu 3 ans de formation dans des centres agréés. Ce qui veut dire qu'un Français qui a joué avant ses 23 ans dans un autre pays, ou bien qui n'a pas été formé dans un centre français, ne sera pas considéré comme un joueur GIF. Alors qu'un joueur avec une citoyenneté autre que la française, mais qui a été licencié en France, par exemple parce que ses parents habitaient en France, ou qui a fait un centre agréé en France, sera considéré comme un joueur GIF. Donc c'est là où cette question est un peu subtile, c'est qu'un joueur GIF, c'est pas forcément un joueur français. Et donc c'est pas nécessairement un joueur qui peut jouer avec le 15 de France. Après, il y a d'autres subtilités. Et donc il faut que les clubs en aient au moins 16 par match. Il y a 23 joueurs dans un match, 15 joueurs sur le terrain et le reste sont des remplaçants. Et donc il faut qu'il y en ait au moins 16 et à la fin de l'année, il y a une moyenne qui est faite. Et des clubs qui ont moins de 16 joueurs en moyenne par match, eh bien, ont des points de pénalité pour l'année suivante. On peut leur retirer 5 points, 6 points, 12 points, ça va dépendre de leur moyenne. Donc évidemment, ça va être fortement nuisible sur leur classement. Et donc ça, c'est pour obliger les clubs à avoir des joueurs formés en France. Alors, est-ce que c'est un bon système? Difficile à dire, c'est vrai que ça permet de valoriser les filières de formation française. Ça a un côté AOC, en quelque sorte, hein, comme on va valoriser un poulet de Bresse ou un bœuf charolais. En tout cas, on a les joueurs qui ont le tampon filière terroir français. Donc dans ce sens-là, évidemment, ça peut s'entendre. Mais ça va évidemment créer un système aussi où les clubs eh bien, vont devoir recruter en priorité des Français, même s'il y a une marge aussi pour recruter des joueurs étrangers. En Angleterre, ils ont poussé le cas encore plus loin, qui est qu'un joueur anglais qui joue dans un club qui n'est pas un club anglais ne peut pas être sélectionné par le 15 d'Angleterre. On a le cas célèbre actuellement de Jack Willis, qui est un des meilleurs joueurs européen, voire du monde dans son domaine, mais donc il est anglais, mais il joue au stade toulousain, donc il ne peut pas être sélectionné dans l'équipe du 15 d'Angleterre. Ce qui paraît parfois un peu absurde. En plus, les clubs anglais actuellement connaissent beaucoup de problèmes économiques. De nombreux clubs ont fait faillite, donc ils ont mis la clé sous la porte, ils ont fermé par problèmes financiers. Et donc beaucoup de très bons joueurs anglais sont venus en France parce que leur club avait fait faillite. J'évoquais Marcus Smith, j'évoquais Jack Willis, vous avez Marcus Smith qui est l'actuel ouvreur du 15 d'Angleterre qui a annoncé qu'il allait peut-être venir en France l'année prochaine. Auquel cas, il ferait une croix sur la possibilité de jouer avec le 15 de la Rose. Donc vous voyez que ce protectionnisme trop poussé aboutit à l'effet inverse que ce qui était recherché. Ça ne protège pas les équipes nationales, au contraire, ça les dépeuple si jamais vous avez les clubs qui ne sont pas bons.
Et là aussi, on aboutit des cas qui sont un peu particuliers. Alors, il y a eu le cas par exemple de Emmanuel Meafou, qui est australien, mais comme il a été formé en France et qu'il n'a jamais joué avec le 15 d'Australie, il a pu obtenir la nationalité française et donc jouer avec le 15 de France. Donc c'est un peu le problème de ce genre de choses, c'est qu'on a une règle générale qui semble bonne, qui paraît d'un bon sentiment, favoriser les formations françaises et les filières françaises, mais qui aboutit toujours à un peu des entourloupes. On va toujours essayer de contourner la règle, trouver une faille, trouver un système qui fait qu'on peut arriver finalement à détourner un petit peu l'esprit de la règle. Et il y a eu d'ailleurs en septembre 2023 un entretien intéressant avec Antoine Dupont, donc célèbre joueur du 15 de France, hein, qui s'en prenait justement au salary cap en expliquant que cela avait des effets économiques délétères. C'était intéressant parce que finalement il expliquait assez simplement pourquoi le blocage des prix ne fonctionne pas, sachant qu'Antoine Dupont est issu d'une famille de commerçants. Ses grands-parents et sa famille avaient un restaurant dans les Pyrénées, les grands-parents l'ont vendu, Antoine Dupont et son frère Clément Dupont l'ont racheté. Ils ont racheté cette auberge. Le frère d'Antoine Dupont est éleveur de cochons noirs des Pyrénées. Donc il est issu d'une famille famille de commerçants qui connaît un petit peu le fonctionnement économique, qui sait ce que c'est qu'un sou, le travail et les prix. Et il y avait donc dans cet entretien donné à Sud Radio une leçon économique très intéressante, hein, sur les effets délétères du blocage des prix à travers le salary cap. Alors actuellement, je terminerai par là, les clubs de top 14 se déchirent parce que vous avez des clubs qui voudraient baisser le salary cap. Ça, c'est notamment la volonté du Racing 92 parce qu'ils mettent beaucoup d'argent avec peu de résultats. Donc ils disent qu'ils vont baisser le salary cap pour essayer de mettre les autres clubs à leur niveau. Ça suscite beaucoup de controverses, mais on voit que c'est un système qui, en fait, est une machine à gaz qui fonctionne mal en interne. Quand j'interroge des dirigeants de Pro D2 ou de Top 14 en interne, beaucoup reconnaissent que ça ne fonctionne pas, mais ils n'osent pas le dire sur la place publique parce que ce serait assez mal vu. En tout cas, vous voyez qu'à travers l'exemple du rugby et de l'économie du rugby, on peut avoir une analyse, hein, des fonctionnements économiques, notamment sur la question du blocage des prix et sur la question du protectionnisme, ou du moins de l'attribution de labels, comme on a les labels AOC ou le label terroir. Merci pour votre fidélité, à très bientôt pour une nouvelle émission de Contrepoint.